Il y avait deux manières de l'envisager. Soit je bataillais, j'investissais toute mon énergie dans une bataille, soit je décidais au contraire d'utiliser mon énergie de manière constructive. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial puisqu'on interviewe mon associé Jean-Philippe Toiti qui va tout nous dire. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années depuis que nous sommes associés. J'ai une passion pour la musique, j'ai écrit 2 pièces de théâtre. Dans l'absolu, j'aurais dû te dire non. Bienvenue dans cet épisode du podcast du réveil juridique du Clash au Cash. Alors aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial puisqu'on interviewe mon associé Jean-Philippe Toiti qui va tout nous dire. On va parler de beaucoup de choses, on va parler de notre association, on va parler peut-être de difficultés que tu as eues dans ta carrière, sur le plan personnel, professionnel, tu nous diras tout. Rien n'est préparé évidemment. Et puis, on va aussi parler art, violon, lecture, musique aussi, puisque Jean-Philippe, vous allez le découvrir, au-delà de ses 30 années de barreau, est un vrai artiste. Alors, Jean-Philippe, pour commencer, comment ça va ? Bien, Henri, je vais plutôt bien, mais c'est pas habituel pour moi d'être à cette place. Mais en tout cas, je l'accepte. Excellent. Alors, tu peux nous dire depuis combien d'années tu es avocat et qu'est-ce que représente pour toi le métier d'avocat ? Alors, je suis avocat depuis maintenant près de 30 ans. J'ai prêté serment le 8 mars 1995. C'est à la fois très long et à la fois très court parce que les années, j'ai l'impression, ont vraiment filé. Mais la profession d'avocat, c'est avant tout pour moi une profession qui me permettait d'être indépendant. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a conduit à exercer ce métier. C'est aussi cette indépendance et cette forme de liberté que j'entrevoyais par cette profession. Est-ce que c'est une vocation que tu avais ou est-ce que tu as fait ça dans la continuité de finalement peut-être un background familial ou... C'est plus ça, c'est plus un background familial. Mes parents dans le domaine du droit, une sœur également juriste, mon frère avocat. J'ai pas été très original, j'ai un peu suivi le mouvement, mais quelque part, je me dis, ça me correspondait bien. Alors, il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années depuis que nous sommes associés. Ça fait maintenant depuis 2018, depuis 8 ans. Est-ce que finalement le temps d'avant était un temps sympathique pour toi dans cette profession ? Est-ce que tu as appris Il y a eu de tout. Il y a eu des moments sympathiques, des moments vraiment moins sympathiques. J'ai fait l'expérience d'autres associations qui se sont pas passées comme j'aurais pu l'imaginer. Des situations inattendues qui m'ont mis dans des difficultés assez importantes puisque j'ai le souvenir encore marquant de l'acquisition de locaux avec mes associés de l'époque et c'était des beaux locaux, on avait vraiment fait les choses bien. Simplement, une fois que nous avons signé, que nous avons emménagé dans les lieux, on a voulu faire quelques travaux et là, patatras, c'est la catastrophe. On découvre que c'est pas des petits travaux qu'il faut engager, mais d'énormes travaux, une façade qui manque de s'effondrer. Alors c'était un vieil immeuble du XVIIIe siècle, beau quartier de Paris, mais on n'avait pas prévu tel travaux dans ces lieux. Les locaux ont été en travaux et ont été en travaux pendant une durée de 2 ans. Et pendant ce temps-là, mon bureau était un véritable champ de ruines. Payer toutes les charges qui s'appliquaient à ces locaux, il fallait bien le payer, il y avait une secrétaire qu'on continuait à payer, etc. Mais au niveau des services qui m'étaient rendus, avec les paiements que je faisais, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune contrepartie. On dit toujours que dans les situations délicates, pénibles, voire les épreuves, parce que c'en était une, il y a toujours une pépite à aller chercher. Et j'ai trouvé cette pépite. Cette pépite, c'était le fait que je m'intéresse au travail à distance, à une autre façon d'exercer mon métier. Et c'est là que j'ai découvert, toute la numérisation, l'informatique. Je m'étais finalement pas suffisamment intéressé à cela. Et là, j'ai été obligé de le faire. Et du système D que j'ai mis en place pour sauvegarder mon cabinet est né un véritable concept de cabinet virtuel, etc. C'est à ce moment-là aussi qu'on s'est rencontrés. Tu voulais me
proposé ton logiciel de cabinet. Après, on a eu une idée d'un cabinet virtualisé. Et puis moi, le logiciel, je me disais non, Jean-Philippe, t'es pas un vendeur de logiciels, ça va être compliqué. Moi, j'ai plutôt envie de faire quelque chose avec toi pour tes qualités d'avocat. Parce que je dois dire quelque chose aussi. Travailler avec toi au quotidien, c'est un immense bonheur, un immense plaisir, parce que tu es dans la transmission, et ça c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que tu es toujours là à l'écoute, toujours là pour aider, et je pense que toutes les personnes, tous nos collaborateurs, nos collaboratrices pourraient le dire. En fait, tu es présent pour eux, tu es présent pour les aider. Et moi, avant même qu'on soit associés, en fait, au démarrage, on avait pris des locaux ensemble. Et ce qui était très agréable, c'était d'avoir justement cet anti-syndrome de l'imposteur, puisque je t'avais à mes côtés, puisque moi, je me suis lancé très jeune dans la profession indépendant, et je t'avais avec moi en anti-syndrome de l'imposteur, puisque j'avais une expérience beaucoup plus importante à mes côtés, toujours prêt à donner un coup de main. Et ça, c'est fondamental. Je crois que tu es quelqu'un qui est vraiment généreux et bienveillant. Je tâche de l'être. Je m'aperçois aussi que c'est en donnant qu'on reçoit. C'est commun de dire ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire que plus on donne, plus on a en retour de la part de ceux avec lesquels on collabore. Et plus on met celui avec lequel on travaille dans les meilleures conditions possibles, eh bien, plus il donne le meilleur. Voilà. Donc, c'est quelque part savoir vibrer d'une certaine manière. J'aime bien ce terme-là. Tu le sais. On y reviendra. On y reviendra. Mais voilà. Vibrer juste. Vibrer juste, voilà. Ouais. Et dans ton histoire, est-ce que tu as évidemment, tu es avocat, donc le juridique a toujours dû être important pour toi, mais est-ce que tu as justement un souvenir d'un élément qui t'a réveillé sur le plan juridique? Je te donne l'exemple. Pour moi, en fait, j'ai vécu, par exemple, le fait d'avoir un contrôle ordinal de comptabilité. Ça m'a réveillé sur le plan juridique en me disant que finalement, j'avais réussi à remettre d'équerre mes pièces et à fournir tout ce qu'il fallait, donc j'ai eu aucun souci. Mais en fait, c'était une époque où, au tout début de ma carrière, je gérais un peu la comptabilité comme ça. Et justement, je me suis dit, plus jamais ça, je dois être extrêmement carré sur tout ça. Est-ce que toi, tu as eu un élément de... Bien sûr, oui, tout à fait. Cette histoire que j'ai racontée a engendré aussi un conflit entre associés, parce que forcément, on n'était plus en phase, on n'arrivait plus à s'entendre, alors que l'association était plutôt bien partie. Cet événement concernant les locaux a fait en sorte que chacun a révélé sa véritable personnalité. Et là, je me suis dit, j'étais avec des personnes qui ne me correspondaient pas, qui n'avaient plus l'état d'esprit dans lequel j'avais envie d'évoluer pour exercer mon métier. Et c'est dans ce conflit d'associés qu'on se rend compte à quel point ce qu'on a signé, ce qu'on a mis en place sur le plan juridique est important. Et les clauses de contrat qu'on avait signées ont eu, là vraiment, j'ai pu mesurer ce que signifiait des engagements pris et la manière dont on pouvait se sortir d'une situation par l'analyse, par des techniques qu'on peut utiliser pour sortir d'un conflit d'associés. Bon, j'espère que tu m'as pas fait signer n'importe quoi suite à cette expérience. Je tiens à te dire que c'est plutôt toi qui m'as fait signer un certain nombre de choses, mais avec bonheur. Et en réalité, ce conflit d'associés, donc dans lequel tu es sorti, comment justement émotionnellement et comment finalement tu as décidé de gérer ce conflit? C'est-à-dire, est-ce que tu as plutôt été dans un conflit finalement où tu n'as rien lâché, ou au contraire finalement tu t'es dit... Alors il y avait deux manières de l'envisager. Soit je bataillais, j'investissais toute mon énergie dans une bataille, soit je décidais au contraire d'utiliser mon énergie de manière constructive. C'est le choix que j'ai fait. J'ai fait le choix d'un arrangement qui n'était pas forcément le meilleur arrangement pour moi, loin de là, mais qui me permettait d'être libre dans ma tête, d'avancer et d'investir sur l'avenir. Et aujourd'hui, je sais que j'ai eu raison. Je sais que c'était la meilleure solution et la meilleure décision que j'ai pu prendre. Chers entrepreneurs intelligents, c'est une leçon que nous donne aujourd'hui Jean-Philippe. Likez cette vidéo si vous aussi vous partagez cet avis que parfois
et c'est des avocats qui vous le disent, et nous, on le fait aussi dans les dossiers, il faut mieux savoir lâcher un mauvais accord, vaut mieux qu'un bon procès, parce que dans le bon procès, effectivement, les avocats gagneront, quoique même pas toujours, mais en tout cas, vous perdrez beaucoup de temps, d'argent, d'énergie. Et je serais passé à côté d'un tas d'opportunités. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que au lieu d'avoir l'esprit focalisé sur un conflit, j'ai eu l'esprit focalisé sur une ouverture, sur l'innovation, sur l'envie de créer, l'envie aussi, et ça c'est quelque chose que j'avais vraiment envie depuis des années, j'avais sans doute ça ancré, c'était de mettre mes pas là où d'autres ne les avaient pas encore mis. Quand on est avocat, surtout à l'époque où j'ai prêté serment, on refait un peu la même chose que ceux qui nous ont précédés. On suit les pas de ceux qui nous ont précédés. Or là, avec une autre façon d'envisager la profession d'avocat, avec les nouvelles technologies, avec la numérisation, la digitalisation, et là aujourd'hui en plus avec l'IA, on est amené à complètement innover, repenser le métier d'avocat, et je trouve ça très intéressant parce que on n'est pas enfermé dans une manière de faire. Alors certes, il y a des principes, il y a des règles à respecter, mais ce qui est fabuleux, c'est qu'on peut réinventer son métier. Clairement. Alors justement, cette superbe transition, on va parler de comment on a réinventé notre métier, et notamment avec InfoLawyers, avant aussi de parler un peu plus de notre association à nous, de ce qu'on a créé avec le cabinet TLMR, etc. InfoLawyers, Jean-Philippe, tu en es à l'origine parce que c'est toi le premier qui a pénétré, je dirais, dans ce monde des infopreneurs. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es arrivé à ça? Ça fait partie aussi des fabuleuses rencontres que j'ai pu faire à cette occasion. Sans cet événement qui a été vraiment une épreuve, eh bien, il n'y aurait pas eu des rencontres essentielles. Je pense à Lorenzo Pancino, qui est le créateur de LearnyBox et qui, lui, avait autour de lui, qui a inventé un outil qui était totalement innovant. Aujourd'hui, ça paraît, on se dit, mais c'est du commun, mais un outil qui permet de diffuser des contenus et de monétiser ces contenus et d'avoir une plateforme tout en un avec des webinaires, pouvoir organiser en live des webinaires et puis avoir un système d'autorépondeur tout intégré. C'était très innovant à l'époque où c'est sorti en 2015. Et Lorenzo, je l'ai rencontré à l'occasion d'un séminaire de Sébastien le marketeur sur séduire le client. Alors voilà, ça fait partie des choses où je suis avocat, je suis à 100 000 lieues de ce monde. Séduire le client, j'étais là en me disant comment je peux faire pour aller moi en tant qu'avocat vers ceux qui ont besoin de moi. Eh bien, je trouvais très intéressant de voir toutes ces techniques qui commençaient à émerger, et notamment, voilà, c'est Sébastien le marketeur qui avait organisé ce séminaire, et c'est à l'occasion de ce séminaire que j'ai rencontré Lorenzo, et on ne s'est plus quitté par la suite, voilà, parce que on s'est suivi, lui dans ses projets, moi dans mes idées de cabinet, et aussi notre rencontre, Henri, c'est aussi le fruit de toute cette évolution de mon côté. Ce que je retiens, c'est qu'il y a eu à un moment donné un passage à l'action, l'envie de sortir des sentiers battus de la profession, d'aller voir Seb le marketeur, qui est quand même un gars avec des dreadlocks, ou à l'époque, je sais pas s'il en a encore, d'ailleurs on le salue au passage, voilà, de rencontrer toutes ces personnes-là, de vouloir créer ton logiciel, ensuite de vouloir créer Vacation Avocat, qui était un système, ensuite de vouloir créer Avocasphère, qui était un système de cabinet virtualisé. On s'est rencontrés à l'occasion parce que moi aussi, de mon côté, j'étais un avocat qui voulait un peu casser les codes, hein, et c'est aujourd'hui ce qu'on fait très bien avec InfoLawyers d'ailleurs. Voilà. Et alors, du coup, on va arriver sur notre association. Là, tu vois quelque part un jeune arriver. Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, il veut me piquer ma clientèle. Je pense que si tu t'étais dit, il veut piquer ma clientèle. Je t'ouvre pas la porte. On n'a rien à se dire. Pourquoi déjà tu t'es dit au démarrage, je vais prendre des locaux avec lui. Pourquoi et comment on en est arrivé à... On s'est rencontrés à l'occasion d'une soirée pour le bâtonnat de Christian Ferralschul, et je commençais justement à aller de plus en plus avec des outils que je voulais présenter aussi à la profession.
Et puis c'est vrai qu'on a échangé et tu avais une spécificité dans une matière que tu pratiquais. Tu étais jeune avocat, tu venais effectivement de prêter serment, mais tu étais déjà dans le domaine du droit de l'informatique et ça, c'était important dans mon esprit d'avoir quelqu'un qui puisse avoir une compétence dans ce domaine d'activité, parce que je sentais aussi que mon activité allait s'orienter vers ce domaine, vers le domaine du web, de l'internet, et je sentais que c'était important. Et puis c'est vrai que on a eu l'occasion de participer, enfin j'ai eu l'occasion en tout cas de te confier des affaires, notamment ta première plaidoirie, et j'en suis très heureux, ça. J'ai même voulu te faire mettre une petite peau de banane en te donnant un dossier qui était que je considérais comme pas facile à gagner, parce que je me suis dit tiens, ça va lui faire un petit peu, voilà, il va savoir ce que c'est que de plaider un dossier, de pas l'emporter, ça arrive à tout le monde, voilà, pour une première plaidoirie, ce serait une petite leçon. Non, tu l'as emporté et brillamment, donc je me suis dit cet avocat, il faut peut-être rester proche de lui. Et puis aussi, on a eu quelques dossiers qui nous ont bien rapprochés. Il y a eu un dossier marquant, très médiatique, effectivement. Et à partir de là, on a eu une opportunité de prendre des locaux ensemble. Et voilà. Et c'est pour ça que tu disais que tout à l'heure, c'était depuis 8 ans. Quelque part, c'est vrai. On s'est associés officiellement en 2018, il y a donc 6 ans, mais on a installé nos bureaux en commun en 2016, et c'est vrai que j'ai senti que c'était là aussi un duo qu'on était en train de former et qui avait un bel avenir devant lui. Alors moi, personnellement, je suis profondément quelqu'un qui suit dans le collectif, qui suit dans la puissance d'une équipe, d'une dream team, etc. Je sais à quel point, parce que je fais du sport aussi, c'est important. Et pour moi, du coup, quand on a commencé à avoir les discussions de l'association, je t'ai dit... moi, en fait, je veux pas qu'on soit comme dans certains cabinets avec des systèmes you eat what you kill, c'est-à-dire c'est ce que tu factures, t'en prends la majeure partie et quelque part on puisse même s'auto-faire concurrence. Moi, je voulais qu'on soit dans un système entreprise. On est à 50-50, on avance ensemble, voilà. Et parce que je sais profondément que tout n'est pas lié à la facturation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des éléments qui sont importants, qui peuvent être relatifs au marketing, qui peuvent être relatifs à plein de choses au niveau du cabinet, à l'informatique, à la sécurité informatique, et en fait assez rapidement moi je t'ai dit moi je veux qu'on fasse une entreprise commune à 50-50. On n'était pas à cette époque-là au même niveau de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que toi t'en as pensé de ça? Tu t'es pas dit c'est inégal? Alors dans l'absolu, j'aurais dû te dire non. J'aurais dû te dire t'es bien gentil, mais vois les années que j'ai passées avant, le chiffre d'affaires que je fais, regarde ton chiffre d'affaires, on n'est pas, me semble-t-il, au même niveau. J'aurais pu avoir cet état d'esprit et te dire non. Et j'aurais commis là la plus grande erreur. Pourquoi? Parce que je sentais que tu étais prêt à t'investir énormément et à faire en sorte qu'on développe un beau cabinet, quelque chose de bien. Mais pour ça, il fallait que tu aies ça. C'était la contrepartie que tu attendais. Et moi, de mon côté, j'ai exercé pendant des années en solo. Après cette association qui s'est mal passée. Et c'est important de se dire je ne suis plus tout seul. On peut faire quelque chose, on peut co-construire à deux un cabinet, on peut démultiplier ses forces. Et là, j'ai cessé de regarder en fait les histoires de chiffre d'affaires, de combien tu as, combien, etc. Et je suis allé dans ton sens. Parce que je sentais, mais c'est une intuition, il faut que tu étais sans doute la bonne personne avec laquelle je pouvais construire quelque chose. Il m'importait peu le chiffre d'affaires que je faisais à ce moment-là. J'étais plus dans l'envie parce que effectivement, de l'expérience. Fois voilà. Au niveau de chiffre d'affaires. Voilà. Et j'avais plus envie d'être dans l'aventure et de me dire, on peut faire quelque chose de bien
ensemble. Et voilà. Et je me suis pas trompé, puisqu'aujourd'hui, je vois aujourd'hui ta personnalité, la manière dont tu agis, la manière dont tu avances aussi, où on avance ensemble. Je trouve ça merveilleux parce que on attire à nous de belles personnes, des merveilleuses pépites, des collaboratrices qui sont incroyables, qui sont d'une extrêmement talentueuses, efficaces Fidèles, et qui restent au cabinet des années. Il n'y a pas de turnover dans notre cabinet. Et on a vraiment, on a de la chance. Je crois aussi que ça vient sans doute un peu de nous, parce que c'est vrai que si on était colérique, si on était, si on avait des sautes d'humeur, qu'on n'était pas respectueux, elle ne serait plus là. Et puis je pense qu'il y a la vision, il y a dans quoi on s'inscrit, qu'est-ce qu'on veut apporter. Quand on a effectivement aussi l'objectif d'apporter l'excellence accessible, l'excellence juridique accessible, quand on a finalement l'objectif que nos collaborateurs soient épanouis, soient heureux, que en fait finalement on soit dans des business extrêmement vertueux qui apportent aux autres tout en nous apportant à nous. C'était l'idée de je donne, je reçois, et donc ça effectivement il y a beaucoup de ça dans tout ce qu'on construit, quoi. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi beaucoup de respect. Voilà, il y a du respect réciproque. Je trouve que tu es un formidable avocat. Je trouve que la manière dont tu fais les choses, je vois grandir dans ce métier. Et je trouve que c'est, oui, tu as, voilà, je vois ton talent se déployer au fur et à mesure des dossiers. Et je trouve ça des négociations qui se passent bien, qui sont performantes, et une envie d'avancer dans la même direction. Je trouve ça, voilà, c'est extrêmement plaisant. Et ça donne envie, voilà, de continuer, de toujours apporter un meilleur service, d'être à l'écoute, parce que quand on est à l'écoute de ceux ou de celles avec lesquels on travaille, on a cette capacité d'être à l'écoute et d'être empathique aussi vis-à-vis des clients qui viennent nous voir, qui ont souvent des douleurs parfois extrêmes, qui sont extrêmement dans une bulle dans laquelle ils sont, et ils se mettent aussi, ils y restent, et on essaie de faire dégonfler le soufflet. Notre rôle aussi, c'est pas d'envenimer une situation contentieuse, c'est essayer, dans la mesure du possible aussi, de dégonfler les choses et de faire en sorte, si on peut, de trouver des terrains d'entente avec la partie adverse. Mais quand il faut se battre, on se bat. Et à ce moment-là, il faut absolument que le client forme avec son avocat une équipe. S'il n'y a pas d'équipe, ça peut pas marcher. Alors, il y a deux choses qui reviennent, hein. Il y a le lâcher prise et le passage à l'action. Si tu n'avais pas lâché prise, tu n'aurais pas abandonné le conflit avec tes associés. Si tu n'avais pas lâché prise, on ne se serait pas associés ensemble à 50-50. Si tu n'étais pas passé à l'action, on n'aurait pas fait tout ça. Et aujourd'hui, on a un superbe cabinet qu'on développe. On en est très heureux. Voilà. Donc, peut-être qu'on va évoquer aussi tes autres passions. Parce que je dirais aujourd'hui, toi, t'es quand même dans un âge où finalement, t'as de la sagesse, et du coup, t'as des passions. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu plus de tes passions et comment tu concilies ces passions avec ton métier d'avocat? En fait, ce qui est formidable, c'est qu'avec l'aventure que l'on a, tout peut s'intégrer. Quand on a une passion, j'ai une passion pour la musique, je pratique le violon, je pratique le piano, mais mon instrument c'est le violon. Volonté aussi d'écrire, voilà, j'ai écrit 2 pièces de théâtre. J'espère qu'un jour je parviendrai à les monter, mais c'est pas simple de monter une pièce de théâtre. Mais tout cela fait partie, je dirais, d'une volonté sans arrêt d'innover, d'une volonté aussi d'être, par exemple, la pratique du violon, c'est particulier. C'est un instrument qui ne pardonne rien. C'est un instrument extrêmement difficile, mais qui exige qu'on puisse le jouer de manière la plus simple possible, ce qui est d'une extrême difficulté. Pourquoi? Parce que il faut élaguer, revenir à l'expression la plus simple de soi-même. Et ça, c'est un travail quotidien. Et ce travail de simplicité, ce travail où on s'élague de plus en plus, fait qu'on a une relation avec soi-même qui est plus transparente et une relation avec l'autre qui est plus honnête sans doute, plus directe, plus vraie. On en revient à la vibration du vibrer juste. Oui, vibrer juste. Vibrer juste, pour moi, c'est très important parce que c'est l'expression d'une vérité de soi. Et cette vérité-là, je dirais que on peut gagner des millions, on peut avoir
tout sur terre, avoir un patrimoine énorme. Si on n'a pas ça, on passe à côté. Parce que ça, on peut l'emporter avec soi. En tout cas, c'est ma conviction. C'est ma conviction. Donc, la vérité de soi, on peut la trouver au travers d'un développement d'entreprise, en montant un véritable empire, ou alors en restant dans son coin et en étant attaché à faire des choses simples. Et parce à force de travailler une compétence et de devenir bon dans ce qu'on fait, on acquiert quelque chose de plus que la compétence qu'on acquiert dans son domaine. On acquiert une sensibilité et une façon de le faire, une façon qui devient très efficace et où on voit par exemple les mots et la manière dont on va gérer les mots, quand on va rédiger quelque chose, on a du plaisir à trouver des formules les plus efficaces possibles, les plus efficientes, avec beaucoup de simplicité. Léonard de Vinci disait la simplicité, c'est la sophistication suprême. Être simple, mais ça c'est partout, ça s'applique dans les écritures, dans le business, partout où on est simple, tout va mieux. Et Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous parler en 2 mots de Violon Prodige, parce que pour moi c'est une association que tu as montée qui incarne également ton esprit de transmission quelque part. Alors, Violon Prodige, c'est effectivement une association que j'ai montée. Merci d'en parler, Henri. C'est une association qui est liée au violon. C'est parce que j'aime cet instrument et je me suis rendu compte à quel point il pouvait être difficile pour des jeunes violonistes qui se destinent à la profession d'accéder à ces instruments, qui sont assez onéreux. Notamment, moi-même, j'ai voulu à un moment donné chercher un violon qui était plutôt ancien, qui avait déjà une certaine patine, et puis je me suis aperçu que les prix dépassaient l'entendement. Et là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire pour ces jeunes qui se destinent, eux, à la profession. Et puis, il y avait une volonté aussi de soutenir d'une certaine manière la lutherie contemporaine, et j'ai rencontré un merveilleux luthier qui partageait les mêmes idées que moi, notamment sur la simplicité, et sur la manière de faire ses violons. Et à l'aide d'un mécène, on lui a commandé un certain nombre de violons, et ces violons aujourd'hui sont prêtés à des jeunes étudiants qui sont en passe de passer le concours d'entrée au Conservatoire national supérieur de musique de Paris ou de Lyon. Et au moins ils peuvent présenter les concours dans de bonnes conditions, parce que il y a une certaine forme d'inégalité. Si quelqu'un se présente à ces concours avec un très bon violon et un autre qui joue tout aussi bien, voire mieux, mais avec un mauvais violon, ça crée un véritable handicap. Donc l'idée, c'était de rééquilibrer, de faire en sorte que ceux qui ont du talent puissent avoir un instrument à la mesure de ce talent. Alors Jean-Philippe, pour terminer, si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur ou un conseil à donner au petit Jean-Philippe, quel serait-il que tu n'as pas partagé ailleurs? Alors là, je serais bien embêté de pouvoir donner un conseil, de me donner un conseil, parce que si je lui disais à un moment donné, tu vas acheter des locaux, surtout ne les achète pas parce que ça va être une catastrophe. Je me dis non, au contraire. Même si c'est une catastrophe, il faut peut-être y aller, parce que ce qu'il y a au bout, c'est peut-être pas si mal finalement. Donc en réalité, c'est de savoir trouver dans les épreuves, dans les difficultés, il y a toujours une vraie pépite. Un vrai game changer, comme on dirait, quelque chose qui va faire que de la résilience liée à un événement douloureux, on va en sortir quelque chose qui va être bien supérieur à ce qu'on aurait vécu si on n'était pas passé par cette épreuve. Alors parfois c'est vrai, c'est douloureux, mais d'un autre côté, c'est tellement enrichissant, on apprend tellement de ces combats qu'on peut être amené à mener, mais si on a l'intelligence de les prendre comme il faut et de les regarder comme des expériences, comme des moyens de tirer une nouvelle connaissance, et bien ça fait grandir, voilà. C'est des ténèbres que naisse la lumière. Voilà. Merci Jean-Philippe. Merci à toi.